Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la remise du 4e prix du Citeco Video Challenge donc de l'année 2021. Merci d'être présents. Et je suis Philippe Ginès, le directeur de Citeco, la Cité de l'économie. Alors je présente ce qu'est ce lieu. Ce lieu, c'est un nouveau lieu culturel qui a ouvert il y a maintenant 2 ans à Paris, et dans un lieu qui est magnifique, qui est une ancienne succursale de la Banque de France, que vous voyez ici avec la façade principale. C'est un monument historique qui se trouve dans le 17e arrondissement. Et on a la chance d'avoir dans ce lieu un espace suffisant pour présenter l'économie de façon ludique. Vous avez des jeux, vous avez des dispositifs interactifs qui permettent de comprendre en fait les grands mécanismes de l'économie qui vous sont présentés, et vous pouvez y jouer en famille, en groupe, et en même temps admirer le monument historique. Alors vous voyez par exemple ici un dispositif qui vous permet de comprendre l'intérêt de la monnaie pour les échanges. Vous êtes un petit oiseau et vous essayez de troquer. Au début c'est très compliqué, et au bout d'un moment apparaît la monnaie, cette monnaie qui vous permet de faciliter les échanges et donc de pouvoir échanger beaucoup plus de choses rapidement. Ce monument, donc, vous pouvez le visiter du mardi au dimanche. Allez voir aussi sur le site internet de Citeco, citeco.fr. Vous y trouverez de très nombreux contenus pédagogiques qui sont mis à disposition pour tous, notamment si vous êtes enseignant. Par ailleurs, actuellement, nous avons une très belle exposition temporaire, Largo Winch, aventurier de l'économie, qui a été faite en partenariat avec les éditions Dupuis et avec les auteurs de la bande dessinée. Elle est visible jusqu'au 31 décembre. Vous avez aussi l'occasion de pouvoir visiter le lieu, ne serait-ce que pour des raisons patrimoniales, c'est-à-dire le voir pour son histoire, son intérêt en tant qu'architecture et monument historique, un lieu qui est une sorte de fantasme néo-gothique implanté en plein milieu du 17e arrondissement. Alors, pour cette remise du prix du Citeco Video Challenge, j'appelle donc le président du jury, Marc-Olivier Strauss-Kahn. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier Strauss-Kahn et je suis en effet président de ce jury parce que je suis aussi président du conseil scientifique de Citeco, la Cité de l'économie. Alors, 4 questions très brèves. C'est quoi? Pourquoi? Avec qui et comment? Alors quoi? C'est un concours réservé aux jeunes, de 16 à 30 ans inclus, sur un sujet de vidéo économique du choix des concurrents. Pourquoi? Et pourquoi des jeunes, en fait? Parce qu'il n'y a rien de mieux pour parler aux jeunes que des jeunes. Et les sondages de la Banque de France, et que l'on voit aussi dans les journées de l'économie qui nous accueillent aujourd'hui, montrent que les Français s'intéressent à l'économie, mais les jeunes moins que les personnes plus âgées. Qui est dans ce jury? Alors il y a Philippe Ginest, le directeur de Citeco, il y a Stéphane Marchand, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, et qui est le rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, il y a Pascal Leméraire, le directeur général des Journées de l'économie, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Et puis il y a Marina Kenan, qui est autrice dans Stupid Economics et qui a gagné le 2e prix du premier concours qui a été fait avec la Banque centrale européenne. Enfin, comment est-ce que le jury fait pour sélectionner les vidéos? Il utilise essentiellement 3 grands critères. Le premier, c'est la pertinence, c'est-à-dire que le sujet doit être important et pas simplement d'une actualité qui va passer très rapidement. Deuxièmement, la pédagogie, c'est-à-dire la clarté de l'exposé. Et troisièmement, l'originalité. Et cette originalité, on le verra, peut être aussi bien sur le fond que dans la forme. Et rien de mieux que d'embrayer immédiatement sur la remise du 3e prix. Et j'appelle ici Claire
Federspiel. Bienvenue, le temps que vous nous rejoigniez. Alors je vais d'abord vous expliquer pourquoi nous vous avons choisi. Elle a fait une vidéo sur l'essor des plateformes numériques. Donc la pertinence du sujet est évidente. C'est à la fois d'actualité, mais un sujet qui va durer. Deliveroo, Airbnb, Uber, tous ces noms, on en entend énormément parler. On en voit les conséquences sur l'emploi, sur le bon fonctionnement de l'économie aussi, avec les impacts socio-économiques, les risques, voire le besoin de régulation. La pédagogie, comme son prénom l'indique, c'est d'une clarté extrême. C'est vraiment très bien fait. Et il y a même les références à la fin de la vidéo que je vous invite à regarder. Nous ne pourrons pas toutes les passer maintenant, mais elles seront sur le site à la fois de Citeco et des Journées de l'économie. Enfin, l'originalité dans le dessin, dans les couleurs, des dessins qui sont à la fois fixes ou animés. Alors vous pourriez dire, avec toutes ces qualités, pourquoi est-ce que ce n'est pas le premier prix? Il faut bien choisir, c'est très proche. La prochaine fois, parce qu'on a le droit de reconcourir, un peu plus d'humour peut-être. Mais vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet, Claire. Bonjour, merci pour ce prix déjà. Alors j'ai choisi d'aborder la question des plateformes numériques, surtout parce qu'on a aujourd'hui un essor fulgurant de ces plateformes. Les plateformes concernent la restauration, mais aussi l'hôtellerie, la musique, l'échange de vêtements par exemple. Donc c'est vraiment un sujet qui transforme nos manières de faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de m'emparer de ce sujet. Plus particulièrement aussi parce que le numérique, souvent, il est frais. Il est frais, on a l'impression que l'on va tendre vers un horizon funeste, déshumanisé, ou au contraire, il enthousiaste. On aurait une révolution numérique qui serait salvatrice. Je crois profondément, pour ma part, qu'il faut plutôt s'arrêter, essayer de penser les enjeux dont vous avez parlé et essayer de voir dans quelles conditions ces plateformes peuvent émerger et en adéquation avec nos choix de société. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce sujet. Très bien. Alors je vous remets ce diplôme. Je vous remercie. Et ce résultat, et puis on reviendra tous à la fin. Excusez-moi, je remets le diplôme. Et puis je vais passer la parole maintenant à Marina Kenan, pour le deuxième prix. Merci. Je vais remettre ce deuxième prix pour une vidéo sur le microcrédit à Elias Fourenka. Voilà, félicitations. Merci. Et donc, cette vidéo, elle était donc très pertinente parce que le microcrédit est un sujet important en Europe, etc., mais aussi dans les pays en développement, là où il est né. Donc, c'était une vidéo très pertinente et intéressante. Et aussi, là où tu as marqué beaucoup de points, c'était sur la forme, puisque tu l'as fait avec des petites marionnettes. Et beaucoup d'humour. Donc, voilà, ça a été très intéressant et très, très pédagogique. Et voilà, si tu veux nous expliquer aussi ton process. Merci à tous. Oui, cette concept m'est arrivé en fait grâce à ma copine. Elle m'a dit, elle a fait ses études en master des développements économiques dans les pays émergents justement. Donc elle m'a dit, tiens, il y a un concept qui s'appelle le microcrédit, et c'est très utilisé, et voilà, ça peut t'intéresser. Donc je me suis mis à chercher l'information, et effectivement, il y avait un côté éthique dans la création de ce concept, la création de ce dispositif, qui m'intéressait beaucoup en fait, parce que ça rappelle un peu à que l'économie, c'est pas seulement quelque chose de numérique, sinon qui passe aussi pour le social. Donc la justice sociale, c'est quelque chose qui est intéressant et que pour moi ça a beaucoup de sens. Donc ça m'a fait beaucoup de sens aussi d'expliquer cet concept avec des mappettes, parce que je trouve que parfois l'économie n'est pas facile à expliquer, et donc si on met un peu d'humour, comme vous dites, dans la forme, et ça peut être intéressant, et ça peut arriver à beaucoup plus de personnes. Voilà. Donc félicitations, je te remets ton prix. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Et du coup, je passe la parole à Pascal Lemaire pour le premier prix.
Et pour le premier prix, on est sur une question vraiment qui est au centre de l'économie avec les prix. Est-ce qu'en fait, on peut déterminer l'équilibre sur tous les marchés grâce au système des prix? Alors, il y a peut-être en effet des biens trop importants. Regardez, en ce moment, on n'arrête pas de débattre du prix de l'énergie, le juste revenu des agriculteurs, quel conflit social il va y avoir. On peut se demander si ça valait le coup d'en faire tout un fromage, d'ailleurs. Mais pourtant, c'est ce que vous avez fait. Et je suis assez étonné qu'on puisse arriver sur une question qui est aussi centrale en économie, à avoir autant d'humour et autant de pédagogie, surtout pour nous raconter une histoire, à mon avis, qui est tout à fait fabuleuse, c'est-à-dire comment, avec des bonnes intentions, vous pouvez générer des catastrophes absolument ingérables à la fin. Comment vous avez eu cette idée? Et si j'ai eu cette idée, c'est parce que j'ai eu la chance de tomber dessus à travers un podcast américain qui explorait donc l'histoire complètement méconnue, même de la part d'économistes américains, du plus gros fiasco économique de l'Amérique moderne, et qui effectivement repose essentiellement sur des vaches, du fromage et Reagan. Donc, même si comme ça paraît un peu étrange, c'est un mix qui, à la fin, donne une histoire complètement rocambolesque. Et finalement, c'est ça qui m'a le plus attiré, c'est que j'ai fait un master d'études, un master d'histoire économique. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir que quelque chose d'aussi important, qui a eu autant d'impact sur la société américaine, à savoir créer des phénomènes culturels énormes, a pu être à ce point oublié. Et c'est peut-être quelque chose que je trouve le plus intéressant dans l'économie, c'est de voir que c'est des forces vives extrêmement fortes qui peuvent parfois agir en sous-main et qui, du coup, parfois sont tout simplement oubliées et ont besoin d'être remises pour pouvoir en tirer les leçons ou pour pouvoir tout simplement parfois un peu en rire. Eh bien, bravo, et on vous remet le prix du lauréat du concours. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur de recevoir ce prix. Et je donne la parole à Marc-Olivier Strauss-Kahn. Alors, je reviens très rapidement pour dire que ce qui a fait que Achille a reçu le premier prix, c'est qu'il nous a tous fait rire. Et franchement, c'est vrai pour une vidéo, c'est vrai aussi quand vous passez un concours. Si vous arrivez en minimum à faire sourire le jury, c'est une bonne partie du travail qui est fait, mais on avait beaucoup apprécié les autres. Donc je rappelle les 3 critères. Pertinence, un sujet durable, non conjoncturel. On a le droit de faire quelques petites erreurs économiques, tant qu'elles ne sont pas trop importantes. La pédagogie, c'est à la fois l'addiction et l'existence de sous-titres. Et je sais que ça donne du boulot à ceux qui le font. Et puis l'originalité, dans le fond, le sujet sur le fromage, et dans la forme, en faisant sourire. Merci. Et bravo aux lauréats. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas réussi à être lauréats, mais merci pour tout le travail qui a été réalisé par tous et toutes. Et bien sûr, il va y avoir une 5e édition qui ouvrira donc, comme pour cette édition, à partir du début de l'année 2022 et qui permettra aux participants de pouvoir créer une vidéo. Pas plus de 4 minutes, il faut rester concis, puisque au bout d'un moment, ça devient un petit peu difficile de pouvoir lire une vidéo qui est un petit peu longue, et surtout pertinente, un peu rigolote, parce que le sujet, souvent, c'est pas toujours facile, et puis qu'on passe tous un très bon moment. Grand merci à tous et à bientôt. « 1976. Jimmy Carter, alors candidat à la présidentielle, propose de soutenir les agriculteurs du pays en faisant en sorte que l'État garantisse des prix minimums pour le lait. L'objectif est double, assurer l'autonomie alimentaire du pays et satisfaire un groupe puissant sur le plan politique et symbolique. Problème, l'économie de marché est loin d'être une science exacte, et c'est toujours un risque d'essayer de la manipuler. Et d'ailleurs, ça va pas tourner exactement comme prévu. Si on schématise un peu la situation, on a donc un marché qui est caractérisé par un prix et une quantité. Dans Joli Graphe, on ajoute alors une courbe représentant l'offre, c'est-à-dire tous les producteurs prêts à vendre un bien à un prix, et une qui représente la demande, c'est-à-dire tous les consommateurs prêts à acheter ce bien à ce prix. À l'intersection de ces 2 courbes, on a alors le prix et la quantité d'équilibre, qui maximise la satisfaction des participants au marché. Normalement, tout le monde est content. Du coup, si on veut augmenter les prix et donc les revenus des agriculteurs, on peut soit limiter l'offre, soit augmenter la demande. Mais comme ça fait vachement communiste de fixer des quotas de production, le gouvernement décide plutôt de fixer un prix minimum. Sauf que le truc avec un prix plancher, c'est que seule une partie des producteurs trouve un marché, parce qu'il n'y a pas masse de gens qui veulent acheter du lait à ce prix.
Donc l'État décide d'acheter lui-même le lait en trop pour déplacer la courbe de demande et garantir le prix à plus d'agriculteurs. Habile. Bon, en vrai, comme le lait, c'est pas la denrée la plus simple à stocker et à transporter, l'État se tourne plutôt vers les produits laitiers, c'est-à-dire beurre, lait en poudre et surtout fromage. On va se régaler. Le gouvernement se met donc à acheter tout le fromage dont les producteurs veulent se vendre. Et assez vite, tous les entrepôts réfrigérés des États-Unis sont remplis jusqu'au plafond. Et c'est là où on arrive à la partie la plus magique de cette histoire. Le gouvernement a dû louer des grottes au Missouri pour y stocker tout ce fromage. Des grottes qui font la taille de 2 terrains de football et remplies sur 5 mètres de hauteur de cheddar. Entre alors en scène Ronald Reagan, qui prend ses fonctions de président en 1981 et se retrouve avec 600 000 tonnes de fromage sur les bras et un programme qui coûte 2 milliards par an aux contribuables. You see that cake of cheese? We've got 60 million of these. We can't find a market for it. Bah ouais, l'État peut pas les vendre parce que ça voudrait dire inonder le marché et donc faire chuter les prix. Et le donner, pareil, ça risque de faire s'effondrer le marché du fromage. Sauf si on le donne à des gens qui de toute façon n'allaient pas en acheter. Et oui, les pauvres. When you poor, a lot of stuff means stuff to you that don't mean much to other people. Like free. Because you will line up for some free. Y'all know what I'm talking about. Come on now, don't make me say cheese. Come on. L'État reconditionne alors son fromage en une pâte informe et pas ouf qui prend le doux nom de government cheese et qui est distribué dans les banques alimentaires, marquant ainsi toute une génération qui grandit dans les ghettos durant les années 80-90. Les caves se vident, la loi des prix est gelée, mais comme l'économie est une science jamais simple, le problème n'est pas complètement réglé. En effet, la structure productive a une grande inertie et elle peut pas s'adapter rapidement à la chute de la demande. Arrêter d'un coup et les fermiers se retrouveraient avec trop de machines, de vaches et de dettes sur les bras. Et donc on est arrivé à la situation absurde où l'État payait les producteurs pour produire moins. Et de l'autre côté du graphique, pour pousser les consommateurs à se substituer au gouvernement dans la demande de fromage, le National Dairy Product dépensait 40 millions de dollars par an dans une campagne pour les produits laitiers qui est elle aussi devenue culte. Voilà comment une simple volonté d'indépendance alimentaire et de soutien aux agriculteurs est devenue un des plus gros fiascos économiques de l'Amérique moderne et a donné naissance à 2 phénomènes culturels majeurs de la fin du XXe siècle. C'est pas beau l'écho ?